Alors avant de publier les épisodes que j'avais commencé à évoquer sur Facebook et Twitter, notamment concernant le coprocesseur Intel Xeon Phi dont j'ai fait l'acquisition, ou alors le calculateur multi-GPU que j'ai assemblé et qui est dédié à mes expérimentations en intelligence artificielle, je voulais faire cet épisode dans lequel nous allons ensemble analyser un certain nombre de circuits intégrés de toutes sortes pour que vous ayez une idée un peu plus précise de ce qui se trouve au cœur des appareils qui vous entourent et des systèmes que vous êtes amenés à utiliser quotidiennement. En fait, au fil du temps et en relisant les commentaires de mes vidéos, j'ai réalisé que beaucoup de gens n'avaient pas vraiment idée du niveau technologique et de la complexité des systèmes électroniques qui sont implémentés dans ces appareils. Ce qui est tout à fait normal dans la mesure où c'est un domaine très pointu et que ça n'est pas vraiment vulgarisé même sur internet, et d'ailleurs je me considère pas comme un vulgarisateur à ce niveau. En fait, je me rends compte que la notion de puce, donc sous-entendu puce de silicium ou circuit intégré, est dans le langage courant, mais la plupart des gens n'ont aucune espèce d'idée de ce que ça représente vraiment en termes de miniaturisation ou de technologie. Bref, voilà, donc pour cette période estivale qui est propice à des manipulations et des activités à l'extérieur, je vais utiliser la méthode que j'emploie habituellement à base d'acide sulfurique pour exposer un certain nombre de puces de silicium issues de divers objets technologiques et ensuite les observer avec mon microscope de surface pour vous donner à chaud mon analyse de leur circuiterie. Alors bien entendu, évitez de faire ça chez vous, surtout si vous n'en avez pas l'habitude. Ou alors prenez les mêmes précautions que moi parce que de l'acide sulfurique concentré à 96% et chauffé à 150 degrés, non seulement c'est très toxique, mais si jamais vous en tombez un petit peu sur la peau ou sur un vêtement, ça vous fait un trou en quelques secondes. Et pour ce qui est des objets technologiques en question, j'en ai regroupé à peu près 7 ou 8, je vais vous les présenter dans un premier temps. Mais par contre, je pense que cette vidéo sera en deux parties, donc ça c'est la première partie, parce qu'elle risque d'être un petit peu trop longue pour être dans le format court que j'ai l'habitude de faire sur la chaîne. Et voici les 4 appareils que je vous propose de décortiquer dans cette première partie pour atteindre leur puce centrale. Un jeu d'échecs électronique modèle Kasparov Atlas de Scitech, un lecteur MP3 plus vidéo qui fait aussi dictaphone et liseuse, la télécommande multifonction de la Freebox V5 et un GPS Mio Move M300 commercialisé en 2009. Alors juste une ou deux petites précisions avant d'entamer les hostilités. Tous les appareils que j'ai choisis pour ces deux parties ont environ une dizaine d'années, voire plus pour certains. Et il y a une raison à cela, c'est que aujourd'hui avec les puces de silicium actuelles, leur finesse de gravure est telle que, même avec un microscope comme le mien, il est assez difficile de distinguer les détails de leur circuiterie. Ce qui est un petit peu gênant dans la mesure où le but de ce genre de vidéo, c'est de vous montrer ce qu'il y a dans ces puces de silicium. Autre chose pour ces deux vidéos, je vais essayer de vulgariser un petit peu plus mes propos et donc d'être un peu moins technique qu'à mon habitude, même si j'ai toujours un peu de mal avec la notion de vulgarisation. Mais c'est dans le but d'intéresser les personnes pour qui l'électronique est un domaine totalement éloigné de leur centre d'intérêt. Et on commence sans plus attendre par ce jeu d'échecs du fabricant Scitech qui est sorti en 1998 et que l'on trouve aujourd'hui pour une vingtaine d'euros, donc assez bas de gamme. Et d'ailleurs, son circuit imprimé simple face est en trou traversant et très rudimentaire comme vous pouvez le voir. Avec un bouton reset ici, un buzzer piezo là et quelques composants passifs pour réguler la tension nécessaire au processeur qui se trouve de toute évidence côté piste cuivrée. Et pour économiser quelques cents, ils n'ont même pas pris la peine d'utiliser un boîtier DIP, QFP ou autre. La puce de silicium est sous cette pastille noire plaquée au circuit et reliée à même les contacteurs par bonding, on appelle cela un chip on board. Et ceci est l'affichage cristaux liquides très en vogue dans les années 80 et 90 mais surtout très cheap. Le courant est envoyé dans l'afficheur par cette lamelle de caoutchouc qui est constituée de plusieurs petits canaux mitoyens. Ce courant est négligeable, juste assez pour changer l'orientation des cristaux dans le liquide et qui du coup change de contraste. Et parmi les composants intéressants, il y a ce résonateur qui aussi a une fréquence de 4 MHz et qui est utilisé pour cadencer le CPU. Le premier sacrifice consiste d'abord à découper le circuit imprimé autour de cette pastille de polyépoxyde pour la dissoudre dans l'acide sulfurique en bonne et due forme et révéler la puce intacte.
Vient ensuite l'étape plus délicate de dissolution de tout l'époxy noir dans de l'acide sulfurique concentré à 98% et que je vais chauffer jusqu'à atteindre environ 150 degrés. Donc toutes les précautions sont de mise. J'ai d'ailleurs fait une petite vidéo détaillée en 2015 sur cette pratique, le lien est dans la description, donc les plus curieux d'entre vous pourront aller la voir. Au début, l'acide est à température ambiante, mais elle prend environ 1 degré toutes les 2 secondes une fois que la plaque est à 280 degrés Celsius. On commence à voir la matière se répandre dans l'acide qui noircit forcément au fur et à mesure. Les émanations blanchâtres qui se dégagent sont ultra toxiques, respirez ça même un court instant et vous cracherez vos poumons pendant un bon moment, je peux vous le garantir, avec des effets secondaires en plus. On a atteint la température maximum, je retire donc le récipient de la plaque pour la déposer à un endroit où elle va pouvoir redescendre sans risque. Un seul bain ne sera pas suffisant, la puce n'est pas encore assez exposée donc je vais devoir recommencer l'opération avec de l'acide frais, mais d'abord il faut mettre celle-là de côté. C'est donc reparti pour un tour et vous pouvez vous rendre compte en temps réel de la vitesse à laquelle l'acide monte en température sur la plaque chauffante. Voilà, au bout de 2 minutes, le reste de l'époxy s'est complètement dissous, je peux donc tremper la puce dans de l'acétone à température ambiante pour finaliser le processus. Et on voit déjà à l'œil nu à quoi ressemble la surface du circuit intégré, ce qui est de très bon augure pour la suite au microscope. Et pour info, je stocke toujours l'acide usagé dans un petit récipient en verre avant de le déposer à la déchetterie la plus proche qui accepte les produits chimiques dangereux. Alors bien entendu, j'attends quand même pour ça d'en avoir une quantité suffisante, genre minimum 500 ml. Avant d'effectuer l'observation microscopique, je donne à la puce un dernier petit bain aux ultrasons dans de l'eau déminéralisée pour éliminer les éventuelles petites impuretés résiduelles. Et 3 minutes après, on obtient une puce de silicium suffisamment propre pour être analysée via un bon microscope de surface. Ce que vous voyez maintenant est donc le circuit électronique qui est gravé depuis la surface de ce petit morceau de silicium de 4 mm de côté. Ce sont essentiellement de microscopiques transistors séparés de quelques dizaines de nanomètres et arrangés de telle sorte qu'ils forment des portes logiques et des mémoires, mais bien entendu je schématise. Des formes miniaturisées de diodes, résistances et condensateurs sont aussi présents dans ce circuit pour protéger et réguler la tension. Ce gros bloc central est par exemple une matrice de transistors dans lequel vont être stockés l'état des registres utilisés par l'unité de calcul. Unité de calcul qui se trouve précisément ici sous forme de porte logique. Pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble encore plus près, je change d'optique et nous sommes désormais sur un grossissement de 600 fois, ce qui nous permet d'apercevoir les transistors ou du moins leur connexion, car il faut savoir qu'un tel type de circuit possède plusieurs couches et que nous ne voyons que la plus proche de la surface. Voici ici une configuration de quelques portes logiques et je vais changer à nouveau d'optique pour les voir d'encore plus près. Voilà, on est maintenant à un grossissement de 800 fois. Et comme dans tout circuit électronique, les connexions entre les différents composants et modules sont assurées par ces pistes métalliques, et c'est donc par là que le courant circule. Passons maintenant au second appareil, ce lecteur multimédia et dictaphone Accord BN000, assez cheap je dois l'avouer, et que j'avais récupéré il y a environ 10 ans, mais qui est très bien pour le sujet qui nous concerne là, car à mon avis il n'y a qu'un seul gros circuit intégré qui gère le tout. Au premier coup d'œil, on sent qu'on n'a pas affaire à de l'électronique de conception allemande, mais bon, je m'y attendais un petit peu. Il est alimenté par une batterie au lithium classique de 3,7 volts pour 320 mAh. On a ici l'emplacement pour une carte SD et je vais essayer de retirer la carte mère sans la sectionner en deux. Alors on a quelque chose de très classique pour ce genre de produit avec à gauche les connecteurs à l'écran LCD et ici le CPU du système dans un boîtier QFP de 80 broches dont je ne connais pas du tout le fabricant, mais je suppose qu'il s'agit d'un SoC, un système on chip tout en un, on verra bien. Le boîtier Winbone juste en dessous est une mémoire flash de 4 kilo-octets qui contient forcément le programme que le CPU exécute. Et tout autour, vous voyez une ribambelle de condensateurs de découplage en céramique. Le port USB ici, deux connecteurs jack de 3,5 mm de chaque côté. Ici le quartz de 32 kHz qui cadence le CPU, le bouton on-off et le micro du dictaphone.
Bon, pas la peine de prendre de grandes précautions pour dessouder ce boîtier QFP dans la mesure où il va être décomposé dans la foulée pour relâcher sa puce de silicium. Alors avec ce genre de boîtier, il faut savoir que la surface qui révèle le circuit intégré de la puce de silicium est de ce côté. Et avant d'utiliser l'acide, j'utilise une technique qui va consister à le calciner depuis l'arrière pour qu'il se désagrège totalement tout en préservant la surface de la puce qui nous intéresse. L'acide ne servira juste que pour dissoudre les restes qui pourraient éventuellement subsister sur le silicium. Donc j'utilise pour cela un mini chalumeau qui produit une flamme à environ 1200 degrés. Tant qu'il y a des flammes, il faut bien sûr continuer. Ensuite, le boîtier va commencer à rougir et il faut le tenir comme ça pendant quelques secondes. Et ensuite, il n'y a plus qu'à le broyer délicatement pour qu'il se désagrège. Et à un moment donné, les parties non organiques, donc qui ne sont pas en polyhypoxide, vont être relâchées. Et c'est comme ça qu'on récupère la puce de silicium. Vous la voyez ici, elle est intacte, presque propre, mais un petit bain dans l'acide sera quand même nécessaire pour finir de la nettoyer. Bon, je ne vais pas filmer toute la séquence sur le passage dans l'acide, vous avez déjà vu le procédé avec le jeu d'échecs. Passons directement à l'observation au microscope. Voilà donc à quoi ressemble la surface de cette puce en vue microscopique, et c'est une surprise de me rendre compte que sa circuiterie a été volontairement masquée par son constructeur. C'est une pratique de plus en plus courante pour rendre le reverse engineering encore plus compliqué. Cela étant dit, cette zone n'est pas masquée comme vous le voyez, mais ça ressemble juste à un module d'alimentation. Je passe un grossissement de 600 fois pour mieux en juger. Et en effet, il y a beaucoup de composants passifs, on est plutôt dans un design analogique. Donc je dirais que c'est la partie en charge de la gestion de l'alimentation de toute la circuiterie. Donc pas mal de courant y circule et elle n'a pas été masquée pour éviter une concentration de chaleur à cet endroit. Je repasse à un grossissement x100 pour avoir une vue plus globale, et donc toutes les régions grisées correspondent à une sorte de grille placée sur la toute première couche pour recouvrir et cacher tout ce qu'il y a en dessous. Donc on ne pourra rien voir de particulier, c'est dommage parce que c'est là que se trouve ce qu'il y a de plus intéressant. Pour ceux qui ont déjà vu ma vidéo sur les cartes bancaires dont la circuiterie est masquée par un mesh, et bien ici c'est pareil. Je vais vous montrer à quoi ressemble cette grille avec un très grand grossissement. Voilà, impossible de voir ce qu'il y a en dessous, pour cela il faudrait la retirer avec de l'acide hydrofluorique. Et pour terminer avec cette puce, voici sa référence interne, et j'ai découvert que ce logo est celui du fabricant Actions Semiconductor, dont je n'avais jusqu'à présent jamais entendu parler. Le troisième objet grand public choisi est la télécommande multifonction de la Freebox V5, qui n'est plus en service depuis belle lurette, mais qui a eu ses heures de gloire entre 2006 et 2010. Comme pour la plupart des télécommandes, il n'y a pas grand chose sur le circuit imprimé, on y trouve 4 LED infrarouges placés selon l'orientation de la télécommande ou manette de jeu, et ici un récepteur infrarouge pour les signaux émis depuis la box. Et donc le circuit intégré qui nous intéresse est ici dans ce boîtier SOIC de 48 broches, c'est d'ailleurs le seul, et sa référence ne donne aucun résultat dans les moteurs de recherche de datasheet. Et ce composant bleu clair est un résonateur céramique de 8 MHz qui est la fréquence à laquelle il cadence ce circuit intégré. Pour lui aussi, je ne vais pas prendre des pincettes pour le retirer de son circuit imprimé dans la mesure où il va subir exactement le même sort que son homologue QFP de 80 broches issu du lecteur MP3. Donc je reproduis la même opération afin de le calciner depuis l'arrière. Et comme vous le constatez, c'est une technique plutôt efficace pour lui faire relâcher sa puce de silicium sans qu'elle ne soit endommagée. Ça nécessite juste un peu de pratique pour ne pas risquer de la briser entre les pinces pendant la manip. Cette puce est ridiculement minuscule, elle ne mesure que 2,5 mm de côté, j'ai d'ailleurs un peu de mal à la maintenir entre les pinces. Et vous voyez ce que ça donne au creux de ma main, et je n'ai pas particulièrement de grandes mains. Bon, je vous épargne le passage à l'acide et aux ultrasons, et on passe directement à l'analyse au microscope.
Cette fois, pas de problème de grille qui masque la circuiterie, elle est clairement visible et je constate au premier coup d'œil que nous avons affaire à une architecture de processeur au design très soigné mais par contre assez ancien. Il m'étonnerait pas qu'elle ait été créée dans les années 90 voire même avant. En tout cas, c'est intéressant de voir ça dans une télécommande programmable. Par exemple, ce gros bloc de transistors est le module d'adressage mémoire et c'est par lui que vont passer les données à stocker dans la mémoire située ici à gauche. La circuiterie complexe que vous voyez défiler au centre ressemble à une interface de mémoire NAND, ce qui ne m'étonne pas étant donné que nous avons ici deux gros blocs de mémoire NAND. Et d'ailleurs j'ai l'impression que dans ma manipulation, j'ai fait sans le vouloir quelques trous dans la couche supérieure de ces blocs, ce qui nous permet de regarder à travers avec un grossissement de x800. Et voici une chaîne de transistors conçue pour du stockage non versatile, et c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Voici ici un autre trou, et je joue sur la profondeur de champ pour mieux les apercevoir au fond. Je reviens en vue globale x100, et songez que ces blocs mémoire ne mesurent en tout que 2 mm de large. Bien entendu, ça serait un peu long de détailler la fonction de tout ce que je vois ici, mais ceci est de la mémoire RAM, et je vous montre d'un peu plus près ce que ça donne. Alors j'ai aperçu tout à l'heure une référence pendant que je scrutais la circuiterie. On la verra mieux avec un grossissement de x400. Et j'ai pas rêvé, c'est bien Zilog le fabricant, celui-là même qui a créé le fameux Z80 en 1976. Le dernier objet de cette première partie est donc ce GPS pour automobile du fabricant Mio, commercialisé il y a un peu moins de 10 ans. Alors contrairement aux précédents objets, la puce qui nous intéressera ici n'est pas le CPU mais plutôt son microcontrôleur GPS, c'est-à-dire celui qui est en charge d'interpréter les signaux satellites et de déterminer la position du récepteur. Et il se trouve précisément dans ce boîtier blindé. Donc je sépare d'abord la carte mère de la batterie, du haut-parleur et de l'écran tactile, ce n'est pas le sujet du jour mais on y reviendra peut-être un jour dans une autre vidéo. Et je vais déjà vous faire un tour d'horizon de ces composants avant d'aller dans le détail de la puce GPS. Pour pouvoir aller plus loin dans les explications, je suis un peu obligé de décapsuler ces capots de blindage. Donc voilà le premier, on va y revenir dans un instant. Et voilà le second, et sans surprise, il renferme entre autres le processeur central et ses mémoires. Donc j'ai fini de retirer tout le métal qui délimitait le blindage qui sert bien entendu à protéger les composants des interférences électromagnétiques particulièrement indésirables dans ce type d'appareil. Le CPU est donc celui-ci, un Samsung S3C2450 basé sur une architecture ARM9 RISC développée spécifiquement pour les appareils de navigation. Cette mémoire flash Samsung contient le système d'exploitation et les logiciels qui fait tourner l'ensemble du GPS. Et ce troisième boîtier Samsung est une SDRAM DDR2 de 32 Go sur 16 bits. Ils aiment bien les circuits intégrés Samsung de chez Mio on dirait. On a ici un contrôleur USB Realtek plutôt classique et ce qui ressemblerait à un étage de conversion du courant continu. Et ici de régulation locale de tension et pareil ici. De l'autre côté se trouve donc le microcontrôleur GPS qui nous intéresse ici. Et son quartz juste à sa gauche. Les composants qu'il a autour sont pour de la régulation de tension et du découplage, et le reste des composants de cette phase concerne l'étage d'alimentation qui doit distribuer les différentes tensions nécessaires à tous les circuits intégrés. Petite parenthèse concernant l'antenne GPS, la voici. Elle a une conception un peu particulière qui dépasse le cadre de cet épisode, donc nous ne nous attarderons pas ici sur son principe. Et comme vous le voyez là, elle est reliée au circuit imprimé par ce connecteur central. On va maintenant pouvoir s'attarder sur la puce GPS que je retire du circuit sans plus attendre. On a affaire là à un boîtier qu'on dénomme BGA et qui est composé d'une matrice de minuscules billes de soudure. Et pour vous donner une meilleure idée de la taille de ce type de composant qui contient pourtant plusieurs millions de transistors, voici à l'image le bout de mon index. Je pense que c'est suffisamment parlant. Eh bien, ce boîtier mesure à peine 3,5 mm de côté. Bon, je vais là aussi passer rapidement sur la phase de dissolution dans l'acide sulfurique à 150 degrés, le sujet a été vu en détail en début d'épisode. Et on enchaîne donc avec l'observation de son circuit intégré au microscope. Alors cette fois je m'en doutais un peu, c'est le propre des circuits intégrés en boîtier BGA, on ne verra malheureusement pas grand chose de la circuiterie. Vous voyez, encore une grille posée sur la première couche et qui masque tout le reste. Sauf cette partie, et cette fois c'est pas pour des raisons liées à la dissipation thermique mais plutôt parce qu'il s'agit de filtres RF.
Je passe sur une optique x600 pour avoir un peu plus de détails et je me rends compte quand même qu'ils ont fait en sorte qu'on ne puisse rien distinguer d'autre. Donc la couche supérieure de cette puce GPS est recouverte d'un masque qui nous permettra même pas d'apercevoir ce qu'il y a dans les couches inférieures. Du coup, la fête est un petit peu gâchée. Ce design en octogone fléché est très intéressant, mais je ne saurais pas vous dire quelle est sa fonction première, à part qu'il joue sans doute le rôle d'un filtre. Si certains d'entre vous se demandent s'il est possible de retirer cette première couche pour nous dévoiler la circuiterie, la réponse est oui, c'est possible, mais c'est d'une complexité désarmante et ça nécessite l'usage d'un acide que l'on ne peut pas se procurer si on n'est pas une entreprise assermentée. C'est de l'acide hydrofluorique, encore plus dangereuse et toxique que l'acide sulfurique. Bon, malheureusement, on n'en apprendra pas beaucoup plus sur ce composant, donc je vous propose de poursuivre dans la seconde partie de cet épisode en allant observer le cœur de silicium de 4 autres appareils.